J'aimerais commencer notre entretien en évoquant avec vous cette entité à géométrie variable qui me semble au fondement de vos pratiques. C'est exactement ça. Sur fond de cette symétrie, la symétrie peut être introduite. Est-ce que vous suggérez que la société actuelle permet davantage cette appropriation-là ? On a plus d'idées ensemble. C'est plus vivant, plus drôle, plus stimulant, c'est bénéfique. C'est dans ces champs de circulation-là que ça se passe ? Dans la réalité, on trouve une situation et on commence à s'y attacher, à s'affairer autour de cette chose. On regarde, on s'éloigne, on s'approche. Est-ce à dire qu'il faut se plier au jeu actuel ? C'est justement ce que j'explore dans tout mon travail. La relation entre un paysage construit, mental, et un paysage physique, réel. Tout cela s'est immiscé dans la perception de l'art. Peut-être est-il question alors de l'échec de la communication, à cause de la rétention dans le présent qu'elle produit inévitablement. Quel fil rouge relie ces projets ? Si le contexte dévie parfois le sens admis d'une œuvre, l'œuvre dévie à son tour le sens général du contexte. Et cette double contestation m'intéresse beaucoup. Un artiste peut-il exiger des spectateurs qu'ils aient tous le même niveau de lecture ? Il existe une sorte d'imaginaire flottant qui serait l'essence des choses. Qu'entendez-vous par là ? En réalité, j'aime investir des champs plastiques très larges. Les questions de temporalité, de boucle, de flux, d'inframince reviennent souvent. Comment percevez-vous la scène artistique, les lieux, les mondes, les modes de l'art, la place de l'art dans le paysage social, les relations aux autres arts, à la littérature par exemple ? Les gens voient ce qui les préoccupe. J'essaye de mettre un cadre, mais les choses échappent au cadre. Il semblerait que ces objets vous inspirent particulièrement. Tout cela a pour but de créer un lieu de dissertation, d'échange, de parler de nous. L'artiste doit-il prendre une position ferme ? Oui. Il s'agit d'une matérialisation de certaines figures dont on peut penser à certains moments qu'elles sont des formes de concentration ou de synthèse. Cela vous intéresse en tant que sujet ou pas tant que cela ? Il y a des endroits où les choses restent plus longtemps et des espaces où elles mutent. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est bien que les débats se déplacent. Nous parlons de sujets que nous n'évoquions pas avant, et c'est salutaire. J'ai l'impression qu'on trouve souvent dans votre travail des procédures qui s'apparentent à des figures stylistiques, oxymores, synecdoques et ellipses, qui génèrent des raccourcis et des accélérations au sein des formes que vous produisez. C'est tout cela qu'il faut défendre aujourd'hui avec force et conviction. Quid de la symbolique quand l'Europe semble se désintégrer ? C'est une vision forcément empirique, interprétée d'une réalité extérieure. Revenons à notre première question. Qu'est-ce qui est montré ? Ce qui affleure comme ce qui reste, ce qui a disparu ? Tout cela fait partie de mon univers, mais les démarches sont différentes. Est-ce de la nostalgie ? Pas vraiment, puisqu'il y a un processus d'association d'idées qui stimule l'imagination. Il y a donc une forme participative au profit d'interprétations individuelles, tout en faisant appel à un répertoire collectif. Il s'agirait de mettre en évidence tous les possibles à partir des différents usages en termes de métier, d'industrie, de création.
J'ai besoin d'un pied dans le réel. La transparence est-elle nécessairement la seule voie pour le monde de l'art ? C'est un miroir qu'on tend aux gens. Plus on est proche des choses, et plus le besoin de construire une distance se fait sentir. C'est effectivement inversement proportionnel à la manière de s'approcher du monde. Non pas de filtrer le monde, mais plutôt de distiller la conscience qu'on en a. Une réelle ouverture est en train de se produire. Une quiétude que l'on aurait presque peur de troubler. Mais il y a aussi d'autres interlocuteurs. Peut-on transmettre sans raconter ? Je pense que oui. C'est bien de cela dont il est question. Il y a des connexions, et je suppose que l'on peut dire que les frontières, les bords sont constamment mouvants. Ils dépendent des circonstances. Y avait-il un a priori, une idée bien définie de ce qui allait se passer, ou cela a-t-il évolué comme un système dynamique ? Je tâche de me rapprocher au plus près de l'imaginaire collectif, afin que l'on puisse entrer immédiatement dans le vif du sujet. Là encore, ce qui importe n'est pas la finalité, mais l'expérience d'un processus. Il en va de même dans mon travail. Il met en évidence une tension entre liberté et contrainte. Les concepts et les lois, aussi précis soient-ils, n'empêchent pas une expérimentation, source d'étonnement et de possibles, ainsi qu'une pluralité d'interprétations. Ce questionnement autour de la liberté de représentation fait en effet écho à une expérience sociétale. Quand deux personnes se trouvent séparées par une distance donnée, chacune d'elles voit l'autre dans son entier. Elles se contrôlent donc l'une l'autre, sachant toujours ce que leur vis-à-vis est en train de faire. Mais si ces deux mêmes personnes s'éloignent ou se rapprochent l'une de l'autre, le flou s'installe. Quel est votre propos ? Travailler en fonction d'un espace donné est-il primordial dans votre démarche ? J'avais envie de faire référence aux allers-retours constants qui finalement définissent une invention. Nous sommes dans une époque de dématérialisation constante, d'immédiateté. Alors comment et quoi garder ? Des objets, des photos, des notes préparatoires ? La question est aussi celle de la mémoire, individuelle et collective, de l'oubli, des angles aveugles. Bien sûr, tout est à double tranchant. Ce niveau de lecture m'est indispensable. Faut-il savoir se perdre et oublier ses réflexes langagiers pour mieux s'y retrouver ? Tout se passe au même moment. Uniformisation du goût ? Absolument. Dans la mesure où il s'agit de l'expression manifeste d'une personne. Y a-t-il l'idée de moquerie chez vous ? Il faut se trouver soi-même. Littéralement, puis-je trouver le moi ? Pris au pied de la lettre, cela semble absurde. Alors j'essaye seulement d'exposer le moi et de le dépouiller de ses différentes couches et pelures. Vraiment ? Oui. Et comme dans tous les métiers, vous ne savez pas quand le travail commence ni s'arrête. Pourrait-on dire aussi que le format est toujours un cliché ? Votre question signale à juste titre que les échanges entre art plastique et industrie créative ne doivent rien au déploiement d'une inventivité sans frontières. J'ai aussi l'impression que vous cherchez sans cesse à démultiplier les points de vue, à montrer les différentes facettes de vos sujets. Il n'y a pas qu'une, mais plusieurs trames narratives. Pour moi, il s'agit à chaque fois de mettre en jeu des conditions propices à tester ses préoccupations. Est-ce que cela voudrait dire qu'on est prisonnier d'un bagage culturel ? Cela vaut pour toute chose. C'est une certaine attention à l'environnement quotidien comme support sensible, alors qu'habituellement, on laisse de côté comme quelque chose de secondaire.
La vie est une suite de chance et de malchance, de limites, de destin et d'efforts. L'art contemporain ne renvoie pas de nos sociétés une image forcément sereine ni optimiste. Il éveille la conscience à un certain nombre de vérités sur l'espace que nous habitons ou que nous croyons habiter. Ces intuitions sont néanmoins fondées sur des paramètres artistiques et culturels. Les gestes, les objets, les images et les textes, produits, trouvés, manipulés. Ce qui m'intéresse dans un projet, c'est son ambiguïté, ses aspects positifs et négatifs. Comment envisagez-vous cet écart ? C'est un thème qu'un artiste contemporain doit aborder. Vous parliez des manifestes dans le champ de l'art, mais la plupart du temps, ils incarnent une pensée qui est partagée par un groupe. Il y a un caractère collectif à cette expression. Ici, on a affaire à contrario à l'expression d'une pensée individuelle. Peut-on vraiment parler de manifeste ? Oui, sous certaines conditions et dans certaines limites. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? C'est à partir de là que peut se produire la réalité. Est-ce à dire, selon vous, qu'il existe un corpus d'interrogation indépassable ? J'ai toujours été obsédé par cette beauté poétique, une beauté gratuite. Là, maintenant, il y a urgence ? C'est un rapport au monde. C'est une façon de ne pas vouloir faire disparaître des questions visibles, tendues. Aller à contre-courant du besoin impératif actuel de tout connaître et tout prédire ? Je peux très bien reprendre des manières de faire. Je n'ai rien abandonné, aucun chapitre n'est fini. Vous considérez-vous comme un artiste politique ? Je cherche à élargir le champ, remettre en question la distance intrinsèque qu'il impose. La question reste, qui est au premier plan, le regardé ou le regardeur ? De manière plus générale, êtes-vous plus attiré par le faux ou par le vrai ? Lorsqu'une chose est pleinement définie, je n'ai plus envie de la faire. Peut-on parler d'une forme de déréalisation ? Cela correspond peut-être à un moment de mon parcours où je m'interroge sur l'absence et la présence. Cela corrobore-t-il vos intuitions ? Cet entretien constitue pour moi une autre manière d'aborder les préoccupations que l'on évoque ici. Vous invitez à un déplacement de notre regard. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Cela veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Faut-il détruire pour mieux construire ? Le passage d'une activité à l'autre s'effectue au sein de plateformes similaires. Cette mise en exposition du réel pourrait paraître presque opposée à votre œuvre empreinte d'imaginaire. Comment voyez-vous leur lien ? Mais ce qui est intéressant, ce sont les discussions que ça génère. C'est une sorte d'accélérateur qui oblige à aller très rapidement vers des questions et des positionnements très précis. J'emploie également des éléments reconnaissables, des stéréotypes, afin d'initier une connexion que l'on peut emmener ailleurs. Et on pourrait dire qu'il me faut, dans chaque cas, dans chaque situation d'énonciation, comme lorsqu'on parle ou qu'on écrit, choisir et décider de faire usage du type de signe le plus adéquat par rapport à ce que je veux montrer et dire. Cet entretien, mené avec un peintre du XVIe siècle, ne serait pas si différent, car il dirait certainement qu'il cherche des choses à représenter et des manières de le faire. Quelle est la nécessité de recourir au langage pour définir une pratique qui souligne le trop peu ou pas assez du langage ? Ce n'est pas en ces termes-là que je le dirais. Je ne cherche pas à embobiner qui que ce soit. Rien ne se fait au détriment du spectateur. Car s'il y a un déroulement, c'est justement celui de la pensée du spectateur qui s'effectue en direct.
C'est un processus de création actif que j'offre aux spectateurs. Pensez-vous l'art comme un outil d'émancipation ? C'est différent, car les hiérarchies le sont. Peut-on dire que face à cette parole, vos travaux sont beaucoup plus métaphoriques ? On peut comprendre exactement le contraire. Ressentez-vous de la colère ? Cette idée-là, en tout cas, me plaît infiniment. Vous expliquez que vos œuvres mettent en tension deux types de narration, celle du contenu et celle de la forme. Cette intertextualité est-elle aussi pertinente pour vous en relation aux multiples lectures possibles de votre travail ? Mais c'était avant la pandémie. Pour le moment, tous les projets de ce type ont dû être suspendus. Comment rendre compte de cette transfiguration ? Cette question me touche énormément, car on est ici face à des objets qui sont muets. Que montre cette indétermination que vous annoncez dans cette composition soigneusement scénographiée ? Pour moi, il n'y a que les sentiments qui sont abstraits. Croyez-vous qu'être artiste soit un métier ? On ne peut pas s'endormir sur une histoire. Il faut continuer d'être actif et proactif, mais il est sûr que dans certains cas, il faut faire vite. De quoi l'artiste est-il responsable ? Si la première question est « pourquoi ?», un début de réponse germe dès qu'on se demande « pour qui ?» et « qui parle pour qui ?» Est-ce une distance que vous souhaitez conserver afin de ne pas porter une parole trop directe, trop frontale ? Cela fonctionne comme un dialogue. J'élimine donc tous les gestes qui se rapportent à la construction. Bien sûr, mais vous ne pouvez pas nier l'ironie de la chose. Le public n'est-il pas fondé à penser que votre vision n'est pas gratuite, qu'elle n'est pas qu'une spéculation sans lien avec le réel ? On a beaucoup de critères, on a beaucoup de conditions, mais on ne parvient pas à quelque chose de clair. Quel serait le bon modèle ? C'est la démarche qui est différente. D'un côté, on a une démarche plus didactique, de l'autre, plus chaleureuse avec cette rencontre. On parle bien ici de subjectivité. Par conséquent, on arrive à un champ d'interprétation très vaste, mais dont l'ouverture reste généreuse et inclusive. Il y a peut-être ici, alors, une forme de paraphrase, de redondance, de dérive contemplative. Est-ce un aveu d'impuissance de votre part ? Indirectement, oui. Toutes ces embûches ont donc modifié votre façon de procéder, votre mode opératoire. Mon travail se situe bien à un moment où quelque chose se passe entre des archaïsmes, des savoir-faire et toutes les volontés de changement et de radicalisme. Aucun déroulement quel qu'il soit donc. Cela pousse à entrer dans l'œuvre plutôt que de rester en dehors. Qui est le je qui parle ? J'ai envie qu'on se concentre sur l'instant présent, qu'on ne bloque pas sur les mots. Le passé est-il le dernier rempart avant ce futur qui commence aujourd'hui ? Si on accepte de se prêter au jeu, on ne peut pas dire qu'on est contre. Vous y avez déjà fait allusion. La première question qui se pose au spectateur est donc : comment faire plus ou mieux ? Ces éléments mettent en lumière les limites du langage et le corps qui cherche à pallier ces limites. Sommes-nous dans un lieu surexposé où rien n'est possible ? Je tente de faire et défaire les frontières de mon propre travail. C'est-à-dire ? Plusieurs thèmes sont récurrents. Ils sont en mouvement.
J'y déconstruis des entités en évolution constante. Évidemment, l'inscription de votre travail et de la même manière le retour des spectateurs n'est pas dissociable de la situation d'ensemble. On avance et on tourne en rond à la fois. Il s'agit bien de suivre une évolution, en l'occurrence celle des médias, des technologies et de ses usages, et par extension de l'évolution de notre culture, de notre histoire récente. Ce qui m'intéresse davantage qu'un objet, son illusion, son auteur ou encore son spectateur immédiat, c'est ce qu'il véhicule dans une société à différents moments de l'histoire et l'évolution de l'utilisation des formes. Brouiller les directions pour mieux se retrouver. C'est une sorte de sablier. C'est une forme très belle, symbole du temps qui passe. En le retournant, le temps recommence. D'où cette réflexion initiale, en prise avec un questionnement fondamental sur ce qui a été mais n'est plus, sur les limites à poser entre le commencement et la fin d'une expérience, et les changements de statut qui peuvent en découler. Le rapport au temps fait partie intégrante de mon travail, comme moyen et comme sujet. C'est dans son occupation que j'affirme mes choix, mes engagements. Pourrions-nous dire qu'il en va d'une géopolitique de l'art ? C'est une opportunité fabuleuse de dire quelque chose en plus fort et en plus grand. 30 ans après, il y a eu quelques avancées. Votre combat est-il toujours nécessaire ? La parole du spectateur a toujours sa place et nous oblige à penser et repenser nos outils. On sent bien que vous aimez débattre, mais dans l'espace relationnel, pensez-vous réellement qu'il va advenir quelque chose ? Je ne prétends pas qu'un artiste soit plus ou moins important qu'un curateur. Ce sont des mondes et des professions différents. N'est-ce pas frustrant en termes de visibilité ? Je crois que je travaille plus entre ces choses. On parle de choses qui sont aux marges du sens. C'est ce qui fait que ça devient langage. La notion de séparation est récurrente dans votre travail. Il y a toujours des combinaisons plus complexes qui font appel à une multitude de référents et d'expériences. Cette remarque m'amène tout droit à cette question. Comment matérialiser le langage existant tout en opérant sa défamiliarisation ? Je pense que l'art est un mélange d'intérieur et d'extérieur. Quand et comment l'aventure a-t-elle commencé ? Il faut trouver des éléments de langage en dehors du monde de l'art pour ensuite, avec ces nouveaux éléments, expliquer ce qui peut se passer. Vous sentez-vous metteur en scène de votre propre œuvre ? C'est plus complexe. Les choses se superposent. Cela est-il important pour vous ? Il y a un jeu d'aller-retour. N'est-il pas aussi rassurant de penser que le partage des expériences vécues est possible, par-delà leur singularité ? Ces anecdotes sont intéressantes dans ce basculement entre le faux, le vrai et la réplique. Est-ce que tout cela est silence, chaos, vide ? Il y a tout un cheminement, presque naturel, je dirais, qui ne passe pas nécessairement par la rencontre. C'est une question de confiance ? L'œuvre acquiert ainsi sa propre existence selon l'usage et la présentation que l'on choisit. Les mots n'y suffisent-ils pas ? On constate que d'autres champs artistiques abordent cette question d'une manière beaucoup plus simple. Peut-on dire qu'on est en train de vivre un changement du régime de vérité ? Parfois de façon métaphorique même.
sans que les transitions soient données à voir visuellement. Vous revendiquez l'indiscipline dans votre approche méthodologique. Comment se manifeste-t-elle exactement ? Je crois beaucoup en la force magique de l'art. Voulez-vous aussi produire de nouvelles sensations ? Je recherche toujours une facture très plate. Comment expliquez-vous cela ? Il s'agit de prendre la mesure des espaces, du temps de son propre déplacement en regard des productions artistiques pour influer dessus. L'art et la culture jouent un rôle majeur dans cette période de pandémie, en créant un langage imaginaire. Il y a un présent démultiplié. Est-ce que cela implique aussi une prise de risque ? Je navigue toujours entre deux pôles, l'intuition et l'intention. J'essaie de combiner les deux de façon heureuse et efficace. Il faut suivre son instinct, ne pas se laisser détourner. C'est un équilibre difficile à trouver. Peut-être pourriez-vous parler de vos débuts ? J'aimais cette incertitude, cette impossibilité de tout contrôler qui nous laissait sur le qui-vive. C'est important qu'il puisse y avoir de l'inattendu, de l'incontrôlable, des accidents. Comment reliez-vous la notion de temporalité aux productions artistiques que vous présentez ? Pour prendre votre question à rebours, disons qu'il m'arrive de prendre des formes déjà chargées de fiction et de les injecter dans des constructions abstraites. Je voulais vous interroger sur cette notion de moment charnière. Ils agissent comme une loupe, grossissant notre condition dématérialisée et algorithmisée. La digitalisation de notre société et de nos modes de communication a-t-elle apporté des changements dans votre façon de travailler ? Sauf que ce n'est pas une fiction, même si je n'identifie pas parfaitement ce qui me pousse dans cette nécessité d'agir là, maintenant. Dans un entretien que vous avez réalisé récemment, une question porte sur la page blanche comme leitmotiv dans votre travail, et votre réponse situe cette page blanche dans un dialogue entre lecture et écriture. C'est ce que j'appelle la mise en pratique des objets. Doit-on y voir l'idée d'un organisme qui serait autonome ? J'aime l'idée de montrer le mécanisme qui permet la fonction et montrer cette fonction de manière à la rendre allégorique. Quels sont ses potentiels et ses limites ? Plutôt un enchaînement de circonstances. Davantage sur le plan des idées, du discours ? C'est aux critiques, aux spectateurs de le dire, pas à moi. Tout semble avoir été dit. On peut dire que cela n'a aucun intérêt. On peut aussi dire que l'on voit ensuite le monde autrement. Pourquoi utiliser cette typologie ? À une époque donnée et dans une culture commune, on se retrouve assez vite sur les mêmes intuitions. Est-ce une manière d'infuser le champ social ? J'essaye de faire état du regard. Vous semblez semer des indices comme autant de signes livrés à l'interprétation. Ils s'apparentent souvent à des puzzles que l'on doit reconstituer. Que ce soit verticalement ou horizontalement, on isole pour mieux voir, comprendre et éventuellement s'extasier. Quel est le défi à vos yeux ? Tout le monde connaît cet aspect de la culture qui est pour moi un matériau très simple que je me réapproprie. Je suis aussi fasciné par cette espèce de déperdition, de déclin et de chute qui arrive inexorablement. Il y a toujours un face-à-face avec la réalité assez déstabilisant.
Typiquement, cela fait partie de la polysémie des œuvres d'art dont les différentes lectures ne s'annulent pas pour autant. C'est une recette. C'est aussi une métaphore de l'alchimie. La facilité d'assimilation ne renvoie-t-elle pas au consensus, au lieu commun, au kitsch, au pittoresque ? Il y a des façons de travailler, de découper le monde auquel on s'intéresse, de diviser et de répartir le travail dans l'art comme ailleurs. Comment une même problématique peut-elle être envisagée sous différents angles ? Comprendre ce qui se passe autour d'un objet revient à penser en termes d'organisme, de système. C'est une question de trajectoire. C'est une visée de votre travail d'amener à cette sensation directe ? C'est sans doute aussi la fonction des digressions poétiques que d'alléger le tout. Nous allons maintenant passer la parole au public. Vos projets ont toujours été de grand format. D'où vous vient ce goût du monumental ? Il y a toujours une ambivalence dans mes travaux, des chemins aux multiples interprétations. Est-ce un contre-pouvoir ? Un retour du réel, peut-être, mais qui véhicule en même temps un imaginaire. Actuellement, la frontière est de plus en plus floue. De quel côté de la barrière sommes-nous ? Confronter des regards avec des échelles différentes sur une même question. C'est ce type de rapport qui me passionne. Pourquoi investir des lieux qui ne sont pas destinés à la représentation ? Ce sont des chapitres plutôt que des épisodes. Les épisodes s'inscrivent en général sur la ligne du temps, alors que mes chapitres s'organisent plutôt dans l'espace. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ces idées sur la possibilité d'une évolution nous sont immédiates. Elles sont intrinsèques à la forme. Poussons plus loin le processus. En fait, ce n'est pas une question de quantité de temps. La plus longue unité de temps n'est pas 1 minute, pas 5 minutes. Ce n'est pas 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Ce n'est pas 1 année. C'est à chacun de l'expérimenter. L'expérience, le souvenir de l'expérience, de ce moment, peut dans la plupart des cas disparaître. Le moment a probablement une sorte de transcription. La majorité de l'événement se situe dans la régulation d'une personne qui essaie d'utiliser ce moment pour être ici. Donc, l'expérience et toutes les expériences qui gravitent autour de ce moment n'ont pas vraiment de valeur particulière. Votre méthode est restée toujours la même. Mais est-il possible de voir une évolution dans votre rapport à la monstration ? Il n'y a pas de fiction ni de personnage. Je suis complètement dans l'action. Est-ce une façon de critiquer notre société du spectacle ? Oui, parce que c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin. Cherchez-vous aussi une certaine introspection ? La réponse, si tant est qu'il y ait une réponse, n'est pas théorique. C'est une réponse en pratique, en acte, dans les projets que je propose. Je ne connais pas de réponse théorique et je ne sais pas s'il y en a. Est-ce vraiment le cas ? Oui. Oui, c'est une des conditions pour me pluguer à mon inconscient. Mais c'est aussi une façon de me pluguer à quelque chose de plus vaste, de plus grand que moi. Face à la digitalisation de l'art et la prégnance du visuel, la physicalité de l'expérience esthétique vous paraît-elle d'autant plus capitale ? Nous manipulons un alphabet.
C'est en réagençant cet alphabet que nous créons de nouvelles situations qui interrogent. L'outillage est-il fait aussi pour approcher le contenu des activités et leurs résultats, les œuvres, les spectacles, les performances ? Il est toujours question du rapport à l'autre. Je ne cherche pas à révéler des éléments personnels, même si cela passe par un côté intime. Je ne peux pas parler pour les autres et interpréter leur vue. Le changement de point de vue doit se faire de manière progressive, en évitant la confrontation. Décidez-vous parfois d'être brutal, d'autres fois délicat ? Je reprends les forces naturelles où tout tourne autour d'un axe. Pour conclure, cet état de fait impacte-t-il vos projets en cours ? Cela peut générer momentanément une amélioration de la situation, mais dans la plupart des cas, ces bénéfices sont infimes sur le long terme. L'idée est donc de changer la règle du jeu ? Il y a en tout cas une vision possible au-delà de ce que les yeux voient, une écoute possible au-delà de ce que les oreilles entendent. Une vision qui se déploie. C'est une belle remarque pour terminer.